et bienvenue pour un nouveau cas d'étude. Alors aujourd'hui, ça va être très différent du premier cas d'étude et j'espère que ce premier cas d'étude vous a plu. Aujourd'hui, donc, on va pas du tout être dans le domaine musculo-squelettique. Donc la dernière fois, c'était plus une douleur du bas du dos, du haut de la fesse au niveau sacro-iliaque. Donc là, vous allez voir, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas le centre du cas d'étude. Là aujourd'hui, ça va être complètement différent. Déjà, c'est une femme qui est ménopausée. Et vous allez voir que on va plonger dans des choses potentiellement plus traumatisantes d'un point de vue psycho-émotionnel. Donc je préfère vous prévenir tout de suite, si vous êtes quelqu'un de très empathique, de très sensible à la souffrance émotionnelle des autres, ça risque de vous affecter un petit peu parce que c'est un cas assez, assez sensible. Donc comme je l'ai fait pour le premier cas d'étude, je vais reprendre les informations telles que je les ai eues dans l'ordre. Comme ça, vous voyez comment mon raisonnement évolue et ça vous permet de voir comment je réfléchis et ça peut potentiellement vous inciter à poser certaines questions à vos praticiens quand vous-même vous souffrez de problèmes. Donc, cette personne a commencé, donc à nouveau, évidemment, je vais garder son anonymat, mais donc c'est une femme ménopausée. Donc, cette personne m'envoie un email et elle me dit, voilà, j'ai une vulvodynie qui est présente depuis 6 ans. Ça, c'est sa préoccupation principale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout médecin, et j'aurais peut-être dû le préciser dans l'autre cas d'étude, je le précise aujourd'hui, je ne suis pas médecin, et je ne traite rien du tout. Je donne juste ma perspective sur les constellations de symptômes. Là, aujourd'hui, on peut clairement parler de constellations. Là où je voulais en venir, c'est que n'étant pas médecin, je n'ai pas été éduqué éduqué en pathologie. Donc, régulièrement, je vois des mots, je ne les ai jamais vus, et j'apprends ce que c'est. Donc, une vulvodynie, il se trouve que c'est une douleur chronique au niveau du vulve, donc l'entrée de l'appareil reproducteur féminin. Douleur qu'elle a décrite de deux façons différentes, soit comme une boule de feu à l'entrée du vagin, soit comme s'il y avait des micro-coupures à l'entrée, ce qui est horrible. Et voilà, je lui ai offert beaucoup de compassion parce que ça, pendant 6 ans, c'est horrible. Donc ça, c'est la douleur. Ensuite, elle me dit dans son email, donc là c'est toujours le premier email, j'en sais pas plus. Elle me dit qu'elle a essayé d'aller voir une gynécologue qui est spécialisée dans ce type de douleur, un algologue. Donc un algologue, c'est un médecin qui est spécialisé dans la douleur en général. Elle a fait de la técar-thérapie avec une sage-femme. Donc là, c'est une thérapie qui est spécifiquement pour le plancher pelvien et le périnée, pour tenter de le détendre un petit peu, des choses comme ça. Elle a fait de la médecine chinoise, elle a fait de l'hypnothérapie, et elle m'a dit que son hypnothérapeute était génial pour le soutien psychologique que ça lui a apporté, mais ça n'a pas fait partir les douleurs. Elle a fait de la kinésithérapie, elle a fait de l'ostéopathie, elle a fait des soins énergétiques et elle a fait des IRM sous toutes les coutures. Et dans son mail, elle a dit « J'étais sur le point de tout laisser tomber jusqu'au visionnage de mes interviews avec Céline. » Du coup, j'en profite pour dire merci Céline. Si vous n'avez pas vu ces interviews, je vous les mets en description. Déjà, c'est un grand honneur d'avoir pu faire ça avec Céline. Un grand merci à elle. J'ai adoré les faire. J'espère pouvoir en faire à nouveau à l'avenir. Mais il se trouve que ça a aidé beaucoup de personnes. Et c'est aussi très flatteur de la part de cette cliente de dire qu'elle avait envie de tenter sa chance avec moi, alors qu'elle était sur le point de tout laisser tomber. Donc, ça, c'est la fin de son email. Et là, je commence déjà à raisonner, parce que voilà, je résous des problèmes en permanence. Avant de savoir même si je vais aller travailler avec cette personne, je commence à réfléchir. Donc, vulvodynie, c'est une douleur chronique. Et je sais, d'ores et déjà, que s'il y a une douleur chronique depuis 6 ans, son système nerveux est potentiellement sensibilisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est un peu à fleur de peau. Ça veut dire qu'il y a tellement de stress, de signaux nerveux qui montent en permanence à travers la colonne vertébrale, la moelle osseuse, que le système nerveux est sensibilisé. Et ça, pour comprendre la logique, c'est notre corps se dit il y a une menace, on est en danger, notre survie est compromise. Du coup, on va augmenter la sensibilité du système nerveux pour que le moindre signal, la moindre douleur soit perçue afin qu'on puisse réagir, afin qu'on puisse prendre la fuite, etc. ou faire quelque chose. Si c'est une infection, on veut savoir tout de suite pour pouvoir la gérer. Donc ça, c'est la logique.
Et je sais que dans des cas de douleur chronique avec donc sensibilisation du système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière, il y a très 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 souvent d'autres symptômes qui coexistent. Donc il peut y avoir des choses comme la fibromyalgie, il peut y avoir des choses comme l'endométriose, il peut y avoir des choses comme le syndrome de l'intestin irritable, il peut y avoir des choses comme d'autres douleurs chroniques à d'autres endroits du corps, etc. Donc je sais déjà, avant même de voir cette personne, qu'il est fort possible qu'elle ait d'autres symptômes de douleur chronique, des syndromes de douleur chronique, et que tout cela s'alimente entre eux. Et c'est-à-dire que si je parviens à soulager la douleur dans un de ces symptômes, dans un de ces syndromes en tout cas, je sais que ça va soulager tous les autres. Parce que ça va légèrement désensibiliser le système nerveux et donc augmenter la tolérance à la douleur. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si je parviens à tout simplement réguler le système nerveux, en dehors de ces syndromes, de ces symptômes chroniques, je sais qu'elle va avoir moins mal. Okay. Donc là, je veux m'intéresser à qu'est-ce qui stresse cette personne et qu'est-ce qui potentiellement a pu la traumatiser par le passé. Super important. Donc là, déjà, c'est la fondation. Et ensuite, je me suis dit, admettons, il y a quelque chose, un message un peu plus profond, une symbolique presque émotionnelle, qu'est-ce que le corps pourrait vouloir lui dire? Donc là, j'ai spéculé, et je précise, c'est de la spéculation. Ce que je me suis dit, c'est si j'ai de la douleur à cet endroit-là, c'est que potentiellement, je ne m'autorise pas du plaisir. Pourquoi je ne m'autorise pas du plaisir? Parce que peut-être que je suis une mauvaise personne, je me vois comme une mauvaise personne, peut-être que j'ai fait des mauvaises choses par le passé, peut-être que, donc là, elle est ménopausée, peut-être qu'elle elle doute de sa capacité en tant que mère, etc., etc. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, c'est je ne m'autorise pas à recevoir du plaisir parce que je ne mérite pas, ou je mérite d'être puni, ou des choses comme ça. J'en savais pas plus, là c'était le premier email. La suite, ça a été quand elle m'a soumis, et je souris, je vais vous dire pourquoi, quand elle m'a soumis ses réponses à mes questionnaires. Je souris parce qu'elle m'a mis un dossier médical monstrueux, ça m'a mis pas mal de temps de l'éplucher, et là je vais vous résumer l'essentiel, ce qui est pertinent pour la suite du cas d'étude. Donc avec ces questionnaires, j'ai pu avoir une meilleure idée de ses autres symptômes, et pas juste sa préoccupation principale qui est à nouveau la vulvodynie, mais j'ai pu avoir une idée de la constellation de tout ce qui se passait dans son corps. Et surtout, j'ai pu avoir une idée de la chronologie. Et la chronologie, c'est hyper important parce que ça va énormément influencer quels sont les potentiels facteurs émotionnels qui ont joué dans telle ou telle maladie et surtout dans quel ordre ça s'est développé. Donc, qui est la cause? Quelle est la cause primaire? Et donc, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle souffre de constipation chronique depuis l'enfance. Elle se souvient, même à l'âge de 4 ans, c'était le cas. Donc déjà, ah oui, constipation chronique, ouais. Ensuite, elle me dit, diagnostiquer syndrome du côlon irritable. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un des syndromes qui a tendance à sensibiliser le système nerveux et augmenter les risques d'avoir des douleurs chroniques comme avec la vulvodynie. Elle a une scoliose depuis l'adolescence. Plus récemment, en 2022, elle a fait une radio du bassin qui a mis en évidence une discopathie dégénérative sévère de L4, L5 et L5S1. Donc ça veut dire que les disques intervertébraux entre la quatrième vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée, donc ça c'est les plus couramment touchés, ces disques se dégénèrent. Il y a des problèmes au niveau de ces disques. Ils se tassent. Et comme j'ai pu en parler dans mon premier cas d'étude sur le mal de dos, souvent ça vient du fait que la colonne est trop en flexion. Parce que les disques sont sur l'avant. En général, quand on est trop en extension, ça ne vient pas appuyer sur les disques, ça va les décompresser. S'il y a une discopathie dégénérative sévère de 2 disques intervertébraux, c'est souvent qu'on est trop en flexion. Donc en général, la colonne vertébrale ne cambre pas trop au niveau des lombaires, on cambre pas assez. Parce que quand on cambre pas assez, ça veut dire qu'on est en flexion. Ça, elle a une sacro-ilite qui a été diagnostiquée en 2023, donc inflammation de l'articulation sacro-iliaque. Donc là, on a, inflammation sacro-iliaque plus discopathie dégénérative sévère, L4, L5, L5, S1. Et elle m'a avoué avoir mal au dos de manière très récurrente.
ce qui est à nouveau un autre syndrome de douleur chronique qui vient lui aussi sensibiliser le système nerveux. Elle a une hypothyroïdie d'Hashimoto qui a été diagnostiquée en 2004. Là, par contre, elle m'a dit c'est stabilisé depuis des années avec du lévothyrox, donc avec un médicament. Donc là, a priori, voilà, ça fluctue plus trop. Elle m'a dit qu'elle a aussi de l'eczéma depuis l'enfance, une sécheresse oculaire plus récemment, voilà, tout un tas de choses. Donc là, à nouveau, c'est avant la consultation. Donc là, j'ai plus d'informations et j'essaye de comprendre. Donc là, je vois syndrome du côlon irritable et douleur chronique au dos, plus la vulvodynie. Je me dis, si j'arrive à améliorer la digestion, si j'arrive à peut-être soulager le mal de dos avec certains exercices, certains étirements, eh bien, juste ces deux choses-là devraient aider la vulvodynie. Parce que, à nouveau, on va désensibiliser un petit peu le système nerveux central, parce qu'on va réduire la quantité de signaux neurologiques qui sont associés à la douleur que le système nerveux doit gérer, si vous voulez. Voilà, donc il y a ces deux choses-là. Et là, du coup, je commence à me dire, bon, pourquoi un enfant peut avoir de la constipation chronique? Au départ, je me suis dit, constipation, au niveau du côlon, ça peut être un sale coup. Donc là, je parle en symbolique. Et à nouveau, je tiens à préciser, je ne suis pas médecin et il n'y a jamais qu'une seule cause. Ça peut être très émotionnel, ça peut être alimentaire, ça peut être des toxines, ça peut être plein de choses. C'est rarement ça cause ça. C'est rarement aussi simple que ça. J'espère que si je m'exprime mal, vous comprenez ça. Des fois, je dis cette pathologie a cette symbolique. Ça ne veut pas juste dire que ce thème-là va nécessairement causer ça. C'est que c'est une probabilité que ça joue dedans, mais des fois pas du tout. Mais donc, quand je lis constipation chronique, en général, je me dis c'est un sale coup qu'on n'a pas digéré, c'est des choses comme ça. Là, quand ça commence dans l'enfance, je me dis il y a peu de chance. Par contre, je sais avec mes maigres connaissances en médecine traditionnelle chinoise que le gros intestin est connecté, est appairé avec les poumons, et les poumons sont associés avec le deuil, avec la tristesse. Donc je me dis, ok, peut-être c'est de la tristesse refoulée alors. Si c'est pas un sale coup qu'on n'a pas digéré, c'est peut-être de la tristesse refoulée. Donc ça, je le garde dans un coin de ma tête. Mais j'en sais pas plus. Syndrome du côlon irritable, bon, je me dis, peut-être que si je travaille sur la capacité digestive de la personne, ça va réduire l'inflammation dans les intestins. J'ai déjà parlé de la santé digestive à plusieurs reprises et je ferai certainement un cas d'étude dédié. Mais pour le moment, tout ce que vous avez à retenir, c'est que très souvent, les symptômes au niveau des intestins, c'est-à-dire les symptômes qu'on ressent le plus souvent, les ballonnements, les douleurs, etc., ne viennent pas des intestins. Ça vient de plus haut. Ça vient des organes de digestion haute, comme l'estomac, le pancréas et le foie, parce que si ces trois organes, ou un de ces trois organes, ne fait pas son travail, il va y avoir des morceaux d'aliments non digérés qui vont finir dans les intestins, et c'est ça qui cause tout un tas de symptômes. C'est ça qui cause de l'inflammation, c'est ça qui cause des dysbioses, parce que le corps va recruter des bactéries pour dégrader les aliments non digérés, parce que si on ne les dégradait pas, ça serait bien pire. Voilà. Donc je sais que si je travaille sur la digestion haute, et je ne me souviens plus tout à fait du questionnaire de cette personne, je vais vous le mettre à l'écran, mais il me semble que certains de ces organes de digestion haute sont dans le rouge, notamment l'estomac. Donc je sais que si je soutiens ces organes-là, ce que je peux faire à l'aide de compléments alimentaires et de certaines habitudes comme le fait de bien mâcher, tout simplement, je sais que ça devrait aider au niveau digestif. Et l'avantage d'aider au niveau digestif, c'est que ça a deux bienfaits. C'est que d'une part, ça va soulager la douleur, donc désensibiliser le système nerveux. Et d'autre part, si je digère mieux, j'assimile mieux et donc j'ai moins de carences. Et donc le corps a plus de ressources nutritionnelles pour guérir ce qu'il y a à guérir. Et aussi, quand le corps a plus de ressources nutritionnelles, le système nerveux se désensibilise aussi parce qu'il se dit on est dans un climat d'abondance nutritionnelle, on n'a pas à partir chercher de la nourriture. À nouveau, pensez à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Donc je sais que si je travaille au niveau de la digestion haute, ça va aider. Et je sais que si je parviens à soulager un petit peu les douleurs de dos, ça va aider aussi. Donc, constipation chronique, j'ai parlé peut-être tristesse refoulée. Je doute que ce soit quelque chose où elle a du mal à lâcher prise ou alors
quelque chose comme un sale coup qu'elle n'a pas digéré parce que ça a commencé à l'enfance. Et ensuite, elle m'a dit vulvodynie depuis 6 ans. Ok. La partie suivante de son questionnaire, c'était sur les événements les plus stressants de sa vie. Et là, je cherchais des pistes pour savoir est-ce qu'il y aurait des émotions associées à ces événements qui auraient pu se loger dans son corps parce qu'à l'époque, elle n'avait pas les moyens pour les gérer. Donc, je vous fais ça en accéléré. Je vous mets que les choses les plus pertinentes. Il y a énormément d'informations que je mets de côté pour ne pas faire une vidéo de 3 heures. Elle m'a dit que, donc là je vous prends du plus récent au plus ancien, entre 2005 et 2010, elle a fait 8 fausses couches. 8. Elle a réussi à avoir 2 enfants en 2008 et 2010. Et elle m'a avoué, je ne peux pas m'empêcher de penser que toutes ces fausses couches ont un impact sur ma maladie actuelle. Quand je vois ce genre de choses, je me fie à l'intuition du client. Donc ça, je l'ai mis en rouge, je l'ai surligné. Je me suis dit, on va en parler lors de la consultation. Ensuite, elle m'a dit qu'au collège, elle a subi un harcèlement scolaire assez intense, notamment avec une trahison de sa meilleure amie à l'époque. Donc ça, c'est très dur pour un adolescent. Et c'est intéressant parce que c'est à l'âge de l'adolescence que la scoliose a démarré. Donc c'est intéressant de faire le lien. Et ensuite, je cherchais quelque chose d'ancien et elle m'a dit mon frère jumeau est décédé à notre naissance. Donc c'est là que je vous ai dit, si vous êtes sensible et très empathique, ça, voilà, c'est un sujet délicat. Mais donc son frère jumeau est décédé à leur naissance et du coup, elle était fille unique à cause de ça. Et elle me dit, cela a marqué toute mon enfance, jalonné de moments de solitude et d'ennui, avec le sentiment de ne pas être comme les autres, puisque la grande majorité de mes camarades avaient des frères et sœurs. Donc il faut imaginer l'environnement pour un enfant comme ça, pour une enfant comme ça. C'est que quand ses camarades d'école lui disaient « Est-ce que tu as un frère ou une sœur ?», soit elle prenait le temps de leur expliquer, mais c'était très triste, hein, j'ai un jumeau, mais il est mort à la naissance. Soit elle se disait « C'est même pas la peine d'expliquer parce que c'est compliqué », et elle va pas le dire, et elle va faire « Non, non, je suis fille unique ». Dans tous les cas, elle se sent incomprise. Et elle parle de moments de solitude et d'ennui, et du coup, on peut dire un enfant dans cette situation-là va se sentir triste. Va se sentir triste. Donc là, je me suis dit, ah, là, on va peut-être avoir un lien avec la constipation chronique. Et on va peut-être avoir un lien, effectivement, entre les 8 fausses couches et la vulvodynie, qui est à nouveau sa préoccupation principale aujourd'hui. Donc là, je vais vous partager les choses qu'on a pu discuter lors de la consultation. Ce que j'ai cherché lors de la consultation, c'est d'essayer d'avoir une meilleure idée de qui est cette personne en face de moi, comment elle se sent à l'intérieur. D'essayer vraiment de la comprendre. Pour une personne qui se sent incomprise, j'ai essayé moi de la comprendre et de me mettre dans ses baskets pour me dire « Ah, elle a vécu telles expériences, voici comment elle les a vécues et voici comment elle a géré les émotions à l'époque. » D'accord ? Quel type de caractère elle a pu avoir, etc. Et c'est ça qui me permet de savoir est-ce que potentiellement il y a des émotions, des facteurs émotionnels qui viennent alimenter ces pathologies. Sachant que quasiment tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant sont des choses que je lui ai expliquées aussi, parce que comme je fais systématiquement, je prends le temps d'expliquer ma perspective sur surtout une constellation pareille de symptômes. Et ce que j'ai essayé de lui dire, c'est que son corps fait de son mieux, et que ces choses-là, surtout quand on les met bout à bout, ne sont pas surprenantes. Et ensuite, surtout, j'ai cherché à lui expliquer que si on travaille sur la digestion, ça va aider. Si on travaille sur son mal de dos, ça va aider. Si on travaille sur son stress, ça va aider aussi. Et donc là, je vais vous partager les choses que j'ai pu découvrir en parlant un peu plus avec elle. Alors, en relisant mes notes suite à notre consultation, je réalise que j'ai oublié de mentionner certains points. Cette personne a subi une intervention chirurgicale pour une endométriose un peu avant la naissance de sa première enfant. Donc il y avait aussi endométriose, et j'ai parlé de l'endométriose comme étant un de ces syndromes qui peut alimenter la sensibilisation du système nerveux central. Et plus récemment, elle a travaillé avec un naturopathe qui avait diagnostiqué une candidose, donc une présence en abondance du champignon candida, ce qui est associé avec tout un tas de symptômes.
et elle m'avait dit que ça avait temporairement réduit les douleurs, mais l'inconfort digestif, les ballonnements et la constipation étaient toujours là. Et elle a fini par arrêter le traitement. Sachant que pour des cas comme la candidose, et j'en parlerai plus en détail dans un cas d'étude futur centré autour de la digestion, mais si on est constipé de manière chronique et que la digestion haute ne fait pas son travail, il va toujours y avoir des organismes qui vont proliférer dans les intestins, notamment le candida, et les traiter sans traiter ces choses-là, le transit, donc l'évacuation, et la digestion haute, donc la digestion de ce qui arrive dans les intestins, c'est un peu voué à l'échec, selon moi. Donc il y a ça. Et voilà, donc je commence à poser des questions à cette personne-là, et comme je le fais quasiment tout le temps pour des symptômes aussi complexes et aussi chroniques que ça, c'est j'essaie de savoir quand est-ce que ça va mieux, dans quelle situation ça va mieux, est-ce qu'il y a certaines plantes qui font que ça va mieux, et est-ce qu'il y a des choses qui, à l'inverse, aggravent. Donc ça me donne beaucoup d'informations. Ce que je demande aussi, c'est est-ce que cette personne ressent certaines émotions particulières quand les symptômes surviennent. Parce que ça va me donner une idée sur est-ce que c'est peut-être inconsciemment quelque chose où je fais de l'autosabotage, ou comme j'en ai émis l'hypothèse au début, est-ce que je me punis inconsciemment. Des choses comme ça. Surtout dans les cas de douleur chronique, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans la psyché de la personne pour un petit peu décoder tout ça. Alors, ce que j'apprends assez rapidement, c'est que cette personne, c'est le genre qui fait tout bien, qui veut faire en sorte d'être bien vue, en particulier depuis l'adolescence, parce qu'il se trouve que quand elle a subi cet harcèlement au collège, elle s'est dit, à partir de maintenant, je vais faire tout bien. Comme ça, on ne me reproche rien, on risque pas de me harceler. Et ce que je lui ai dit, c'est que souvent, quand on a de l'hypothyroïdie, surtout l'hypothyroïdie d'Hashimoto, c'est qu'on est un peu toujours speed. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est « je ne supporte pas être à la ramasse, je déteste le fait d'être à la ramasse et je me mets toujours la pression, je suis toujours speed pour être bien vu. » Et je lui ai dit « ah, c'est peut-être ça qui a incité ou peut-être contribué à une hypothyroïdie. » Parce que dans un premier temps, si on se met la pression, sachant que le fait qu'on se mette la pression pour être bien vu, c'est lié à notre survie, parce que à nouveau, nos ancêtres, ils vivaient en tribu. Et on voulait être bien vu par les membres de la tribu. Donc si je me mets la pression pour être bien vu par les membres de la tribu, c'est une question de survie, parce que si je ne suis pas bien vu par les membres de la tribu, ils risquent de m'exclure, et être exclu de sa tribu, c'est être seul, et être seul, à l'époque, c'est la mort assurée. Donc en général, on est speed très inconsciemment, parce qu'on n'a pas envie de mourir. Et du coup, la thyroïde, pour nous soutenir dans cet effort de survie, initialement, elle va augmenter la quantité d'hormones thyroïdiennes, ce qu'on appelle une hyperthyroïdie, mais très souvent, au bout d'un moment, on n'a plus les ressources, donc on finit par une hypothyroïdie, parce qu'on n'arrive plus à suivre. Donc, moi en général, quand je vois hypothyroïdie, je me dis, cette personne, elle a horreur d'être en retard ou d'être lente, et du coup, elle se met la pression, et ça dure pas, ça ne date pas d'hier. Et elle m'a confirmé que c'était complètement le cas. Donc déjà, j'ai l'idée. Elle me dit que c'est le type de personne qui se soucie beaucoup du regard des autres, notamment depuis son harcèlement à l'école. Donc vous pouvez imaginer ce que ça a pu donner ou comment ça a pu être vécu. Parce que parce que dans son cas c'était le cas, si tout le collège, y compris sa meilleure amie, se tourne contre elle, elle va faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Parce que c'est très douloureux. Et du coup, elle va faire en sorte d'être la bonne élève, celle qui est bien vue tout le temps, qui fait les choses très bien. Donc vous imaginez la pression que c'est pour une enfant, et du coup, c'est pour ça qu'elle est jamais à la ramasse, jamais en retard, qu'elle se met la pression, qu'elle est toujours speed. Donc déjà, j'ai fait un peu le lien avec l'hypothyroïdie. Sachant que l'hypothyroïdie, je ne me suis pas trop attardé dessus, parce qu'elle est stabilisée avec les médicaments. Donc je me suis dit, c'est pas forcément ça qui va jouer sur le reste, surtout que c'était diagnostiqué plus tard, mais je lui ai néanmoins expliqué certaines connexions, comme le fait que l'hypothyroïdie mène souvent à une constipation, parce que c'est un ralentissement du métabolisme, et notamment de la motilité intestinale, et l'hypothyroïdie mène aussi à un ralentissement de la digestion haute, notamment de l'estomac, et du coup à tout un tas de symptômes intestinaux. Dans son cas, la constipation a commencé bien avant, et la thyroïde est stabilisée, donc je doute que ce soit le facteur sur lequel se focaliser.
Donc elle est présente, mais je l'ai un petit peu écartée. Je lui ai juste expliqué, selon moi, quelle est la composante émotionnelle qui peut potentiellement contribuer au développement d'une hypothyroïdie. Ensuite, on a parlé de la constipation. Donc je lui ai dit, bon écoute, tu as ça depuis l'enfance, tu m'as dit que voilà, tu as vécu une enfance un peu seule avec de l'ennui. Voilà, je voulais un petit peu creuser. Et ce que je suis parvenu à lire entre les lignes, c'est que, étant la fille unique, évidemment ses parents étaient dévastés de perdre un de leurs enfants, évidemment. Et cette petite fille, qui est la fille unique, elle voit ses parents qui sont dévastés. Et il faut comprendre que pour un enfant, on veut faire en sorte que nos parents soient contents de nous, pour qu'ils s'occupent de nous, pour qu'on survive. Parce qu'un enfant est complètement dépendant de ses parents. Donc ça, c'est important à comprendre. Et en fait, ce qu'elle a fait complètement inconsciemment, c'est qu'elle a pris la responsabilité de rendre ses parents heureux. Parce qu'ils avaient perdu leur fils, ils n'avaient plus que leur fille. Du coup, leur fille, donc ma cliente, s'est dit, je vais faire en sorte de les rendre heureux. Et une des choses qu'elle a faites, et là, c'est la grosse connexion, selon moi, avec la constipation, et ça lui a beaucoup parlé, c'est ça le plus important, c'est pas juste j'ai inventé quelque chose, c'est quand je lui ai dit, elle a dit « Ah !» Elle s'est reconnue. Comme elle se sentait incomprise à l'école, comme elle se sentait seule à la maison, comme elle s'ennuyait, derrière tout ça, il y a de la tristesse. Vous pouvez imaginer l'état d'une petite fille qui ressent tout ça. Mais, très important, comme elle a pris la responsabilité de rendre ses parents heureux, elle n'a pas voulu leur montrer sa tristesse. Et quand on est un enfant, normalement, les seules personnes à qui on peut montrer nos émotions, c'est nos parents. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Sa tristesse, elle l'a refoulée. Et du coup, ça a confirmé ma suspicion que, selon moi, la constipation chronique, c'est sa tristesse refoulée qui s'est logée dans le côlon. Selon moi, c'est ça. Je vais boire un coup parce que j'en peux plus. Donc, avant de passer à la vulvodynie, donc là, on a commencé vraiment à identifier les corrélations potentielles entre les émotions et les événements de son passé et ses symptômes chroniques. Sachant que, à nouveau, je ne travaille pas que sur l'émotionnel. On va aussi travailler sur la digestion haute, la gestion du stress, le rythme circadien, hyper important, et son mal de dos. D'accord? Donc on est aussi terre à terre, mais on veut aussi creuser sur qu'est-ce qui se passe dans sa psyché. Avant de passer au plus lourd, selon moi, qui est la vulvodynie, on va parler rapidement de la discopathie dégénérative et de sa scoliose. Elle m'a dit, donc scoliose qui est apparue à l'adolescence, et ça coïncide à peu près avec le harcèlement scolaire. Et elle m'a dit qu'une des raisons pour lesquelles on se moquait d'elle, c'est qu'elle était petite. Elle a grandi un peu plus vite, un peu plus lentement, pardon. Et quand on regarde une scoliose, ce que ça fait, c'est que ça fait qu'on perd quelques centimètres, parce que la colonne vertébrale se courbe, donc on se tasse un petit peu. Et j'ai trouvé que ça reflétait énormément le sentiment de ne pas être à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur, je ne me vois pas à la hauteur, et du coup, littéralement, mon corps reflète ça en me faisant rapetisser. Et elle m'a dit que, notamment quand elle a créé son entreprise, elle ne se sentait pas du tout légitime. Elle a même envisagé de redevenir salariée, de tout quitter. Et le fait de ne pas être à la hauteur, de vouloir être bien vue, c'est quelque chose qui la suit depuis longtemps. Et je lui ai dit, c'est peut-être aussi ce que le corps cherche à lui faire comprendre à travers la discopathie, à nouveau symboliquement, en dehors de la partie posture où je suis en flexion, du coup ça appuie sur mes disques de manière chronique, qui est quelque chose qu'on va aussi gérer avec des exercices, etc. Mais quand on a une discopathie, souvent les disques intervertébraux s'affaissent. Et du coup, on perd aussi de la taille. Et du coup, ça mène à la notion de je ne suis pas à la hauteur. Donc, aussi bien par la scoliose que par l'affaissement de mes disques intervertébraux, je perds de la hauteur. Parce que je ne suis pas à la hauteur, je ne me vois pas, je ne me sens pas légitime. Il y a un autre aspect avec la discopathie, parce que c'est au niveau lombaire auquel j'ai pensé, c'est que le dos, et en particulier les lombaires, sont associés avec le fait d'être soutenu. Quand je ne me sens pas soutenu, ça peut se manifester à ce niveau-là. Pardon. J'espère que je n'ai pas trop toussé là-dedans. Je crois que si. Et le fait est que comme elle a pris la responsabilité du bonheur de ses parents, elle ne pouvait pas se confier à eux, et du coup c'est elle qui soutenait ses parents, et pas l'inverse. Et du coup ça,
au plus profond de sa psyché, c'est potentiellement ce qui a mené au sentiment de ne pas se sentir soutenu, ce qui influe sur l'estime de soi, ce qui influe sur la sensation, le sentiment d'être à la hauteur ou non. Donc ça, c'était plus pour la discopathie et la scoliose au niveau symbolique, et ça lui a beaucoup parlé aussi. Et enfin, la dernière chose, pour la vulvodynie. Donc au départ, je me suis dit, avant de lui parler, ma spéculation c'était, ok, elle a eu 8 fausses couches, du coup, elle s'est dit, j'ai causé 8 morts, entre guillemets, et du coup, je ne mérite pas de recevoir du plaisir, sachant que tous mes enfants meurent. Voilà. C'est extrêmement lourd. Quand je l'ai écrit, avant la consultation, quand je l'ai écrit, j'ai dit, ouf, c'est très très lourd à porter. Ce n'était qu'une spéculation. Je ne lui ai pas dit, pour ne pas l'influencer, j'ai juste creusé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette période de 4 ou 5 ans où tu as fait 8 fausses couches et que tu as eu tes 2 enfants. Donc, elle a ressenti évidemment de la douleur, elle se sentait incomprise à nouveau, parce que les médecins n'ont jamais cherché pourquoi, ils lui ont juste dit, Madame, vous avez fait une fausse couche. Donc il y avait de l'incompréhension, naturellement il y avait de la colère et un sentiment d'injustice aussi, il faut se mettre dans ses baskets, parce que toutes ses proches, toutes ses copines, avaient des enfants à cet âge-là. Et elle galérait, elle faisait fausse couche après fausse couche. Donc un grand sentiment d'injustice, et si on creuse derrière l'injustice et la colère, c'est de la tristesse. C'est moi je suis triste de ne pas être à la hauteur, je ne suis même pas capable d'avoir des enfants, alors que toutes mes copines ont des enfants. Donc à nouveau, ça a dû alimenter la constipation, si la tristesse n'a pas été ressentie pleinement, si on n'a pas fait le deuil de ces fausses couches, et pas juste des fausses couches, mais de ce que ça implique. Mais du coup, j'ai creusé, et j'arrivais pas à avoir les informations que je voulais, et vers la fin de la consultation, j'ai dit, est-ce que pendant ces 4 ou 5 années de fausses couches, tu as culpabilisé? Et elle me dit, bah oui, évidemment. Et donc j'étais content. Normalement, j'évite de poser ce genre de questions un peu dirigées parce que ça influence la personne. Mais là, j'avais pas d'informations. Ou j'avais des informations, mais ça ne me suffisait pas. Donc je voulais juste tâter le terrain. Et vu sa réaction, elle me fait ah, complètement. Donc là, j'ai dit ah, elle me l'a juste pas dit. Et ensuite, je lui ai fait remarquer qu'elle me l'avait pas dit. Elle fait effectivement, ça m'est pas venu à l'esprit. Mais en fait, écoutez bien, parce que c'est assez lourd. Elle se sentait hyper coupable, non pas parce que à cause des fausses couches en elle-même, mais vis-à-vis de son mari et de ses parents. Vis-à-vis de son mari, parce que elle voulait lui donner des enfants, et elle a même dit à son mari, je comprendrai que tu me quittes parce que je n'arrive pas à te donner des enfants. Donc vous voyez le poids de la culpabilité à cette période-là. Et surtout, culpabilité vis-à-vis de ses parents, parce que étant fille unique, et ayant déjà pris la responsabilité de leur bonheur quand elle était petite, elle se voyait comme étant la seule à pouvoir leur donner des petits-enfants. Ok. Donc elle sait que toutes ces fausses couches, ça a causé de la souffrance à son mari et à ses parents. Et du coup, elle culpabilise beaucoup. Et donc là, selon moi, la culpabilité, quand on ressent de la culpabilité, inconsciemment, on a envie d'être puni. Parce qu'on se dit, au moins, ça va apaiser la souffrance associée à la culpabilité, parce que la justice aura été rétablie si je suis puni. Et du coup, selon moi, c'est mon hypothèse et c'est encore à creuser avec la cliente, mais la connexion, elle est assez claire pour moi, c'est qu'elle culpabilise tellement de ce qu'elle a fait, de la souffrance qu'elle a fait vivre à son mari et à ses parents, que du coup, elle ne s'autorise plus à recevoir du plaisir. Et à la place du plaisir, elle a de la souffrance. Et c'est ça la vulvodynie. Pour moi, c'est ça. C'est de la culpabilité qui est enfermée à l'intérieur d'elle et qu'elle cherche un petit peu à... c'est quoi le terme? Pardonnez-moi, ça fait longtemps que je parle, j'ai perdu le mot. Mais en gros, elle cherche, entre guillemets, à résoudre la culpabilité en se causant de la souffrance plutôt que du plaisir. En s'interdisant le plaisir et en se causant de la souffrance. Donc là, j'ai fait beaucoup de connexions, je lui donnais beaucoup d'informations, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Au-delà du protocole sur le mode de vie, l'alimentation, le mal de dos, le stress qu'on peut gérer, il va falloir creuser un peu plus loin sur ces troubles, sur ces problématiques émotionnelles. Et en particulier celles qui lui parlent. S'il y en a qui ne lui parlent pas trop, je ne vais pas insister. S'il y en a qui lui parlent, par contre, là on va creuser. Et ce que je veux, c'est pas juste faire le lien entre une émotion et un symptôme, parce que ça, c'est voilà, n'importe qui peut le faire, avec un petit peu d'intuition, un petit peu d'expérience et les bonnes ressources.
Par contre, ce que je veux, c'est pourquoi c'est coincé dans le système, quelles sont les croyances qui font que c'est coincé dans le système. Donc par exemple, il y a la croyance « je dois prendre soin du bien-être de mes parents, du bonheur de mes parents », ce qui fait que j'ai refoulé ma tristesse, ce qui fait que je me sens coupable si j'arrive pas à leur donner des petits-enfants. Donc là, il faut travailler sur cette croyance spécifiquement. Il faut travailler sur comment elle se voit, elle, quelle est son identité la plus profonde et inconsciente, parce que c'est ça qui va informer tout le reste. Et en fait, en revisitant ces choses-là et en parvenant à démonter un petit peu ces croyances, ça va permettre aux émotions d'informer la personne, parce que, et je ferai une vidéo sur ce sujet-là, si elle n'est pas déjà sortie avant que ce cas d'étude sorte, mais le but des émotions, c'est uniquement de nous informer. Les émotions, elles veulent partir, elles ne veulent pas rester coincées dans le corps. Une fois qu'elles nous ont informés, elles partent. Donc, une fois qu'on démonte un petit peu les croyances limitantes, l'information associée à ces émotions devient assez évidente. Et une fois que l'information a été reçue, l'émotion, elle part d'elle-même, en général. Sachant qu'on peut bien évidemment faire un travail sur le corps, je vais certainement lui recommander des exercices de Qigong pour faire circuler l'énergie et les émotions dans cette région-là. Mais voilà, ça va être l'idée, c'est de creuser dans les croyances, de creuser sur qu'est-ce que les émotions essaient de lui dire pour que le message passe, pour que les émotions partent. Et avec ça, potentiellement, les symptômes partent avec. Voilà. Tout ce que je peux faire là, c'est lui donner cette information, lui donner beaucoup de compassion, lui dire que si ça se trouve, c'est elle, en tant qu'enfant, qui ne savait pas quoi faire avec toute cette tristesse, elle l'a refoulée, et c'est le côlon qui a pris cette responsabilité. Et depuis, constipation chronique, puis plus tard, syndrome du côlon irritable. Voilà, mais c'était un cas énorme. Là, je vous ai juste dit, je vous ai juste résumé mon travail préparatoire et la consultation en elle-même, la première consultation. Et maintenant, en fait, il faut continuer il faut que je continue de travailler avec elle et que je suive l'évolution de ses symptômes pour pouvoir affiner un petit peu le protocole et surtout la discussion autour de son passé. Voilà. J'espère que tout ce raisonnement vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me faire un retour. Moi, à nouveau, je vous le dis, j'adore faire ce genre de choses. Je pourrais en parler toute la journée, tellement que vous voyez que voilà, j'ai besoin de boire, c'est pour ça que j'ai toussé. Mais voilà, j'espère que vous, ça vous intéresse, parce que là, on parle vraiment d'une personne réelle, c'est pas juste de la théorie. Et il se trouve que cette personne a raisonné avec certaines des choses que je lui ai dit. Donc, je suis curieux d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît pas aussi, parce que je fais ça pour vous. Dans tous les cas, je vous remercie de votre attention. Je crois que c'est une vidéo un peu plus longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.